Bien bonjour. Liliane ayant évoqué les questions relatives à l'orthographe en ce qui concerne la lecture, je me centrerai sur les questions qui ont trait à la production orthographique et je le ferai dans un esprit assez particulier qui d'abord anticipe sur l'atelier qui aura lieu demain et au cours duquel on reprendra un certain nombre d'indications qui apparaîtront sur les diapositives et indications qui seront illustrées par des travaux qui ont été conduits dans les classes avec des élèves et des maîtres ordinaires. La deuxième remarque que je voudrais faire avant de commencer, c'est que depuis une vingtaine d'années à peu près, j'ai essayé de partager mon activité de recherche en deux parties. L'une qui concerne la recherche fondamentale et la mise en évidence de mécanismes fondamentaux, l'autre qui s'attache à essayer de montrer que les mécanismes qui ont été évoqués ce matin par Stanislas Dehaene, par Joël Prost, par Patrick Lemaire, sont des mécanismes qui sont très utiles pour essayer d'optimiser les apprentissages et du calcul, du lexique, mais aussi particulièrement de l'orthographe, sachant que quand on s'intéresse à la question de la production orthographique, on doit prendre la précaution de situer la position de ces sous-domaines à l'intérieur d'une démarche qui vise en fait la production de textes écrits. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, la question de l'orthographe est un sous-objectif pour lequel on est confronté à une sorte de situation paradoxale puisque comme vient de le rappeler Stanislas Dehaene, l'orthographe française est très compliquée, et d'autre part, nous avons peu de temps, puisque le grand objectif, c'est l'apprentissage de la rédaction de texte, et donc il faut trouver le moyen de rendre cet apprentissage très efficace et en même temps de le rendre transférable à des activités de production écrite. Ce sera sans doute l'objet d'une question abordée demain. Donc je vous propose de balayer très rapidement les caractéristiques de l'orthographe du français. Liliane vient de rappeler que le système orthographique français est un système très asymétrique, c'est-à-dire qu'il est relativement facile à apprendre dans le sens de la lecture, alors qu'il est complexe à apprendre dans le sens de la production. Lorsque on essaie de chercher en quoi réside cette complexité, on peut se référer à un système idéal dans lequel on aurait un phonème pour une lettre ou pour un graphème. Bon, en français, on est relativement loin de cette situation puisqu'on a plus de phonèmes que de lettres, et donc ceci entraîne qu'on a élaboré au cours de l'histoire des modes de transcription qui sont des graphèmes, avec en plus des associations qui peuvent être très complexes. Par exemple, un phonème comme le phonème 1 peut se transcrire de plus d'une dizaine de façons. Par ailleurs, il existe des lettres pour lesquelles on n'a pas de configuration sonore correspondante. C'est le cas des lettres muettes. Le problème se pose avec le H, bien sûr, mais se pose aussi avec le doublement des consonnes. Et enfin, dernière caractéristique qui pose des problèmes spécifiques, contrairement à ce qui se passe dans d'autres systèmes orthographiques, nous avons affaire à une morphologie flexionnelle et dérivationnelle pour lesquelles les configurations écrites n'ont souvent pas de correspondance sonore. Et donc, les enfants français, contrairement aux enfants d'autres systèmes linguistiques, arrivent à l'école en ayant à découvrir à l'écrit des marques morphologiques pour lesquelles ils n'ont pas de traces phonologiques préalablement disponibles. Alors tout ceci va poser un certain nombre de problèmes. Ces problèmes, vous les voyez apparaître ici. D'abord, la connaissance du principe alphabétique et des correspondances phonème-graphème, dans un sens ou dans l'autre, ne suffit pas. Deuxièmement, il va falloir acquérir au moins un certain nombre de connaissances orthographiques. Le problème sera de définir, et ça, nous ne savons pas très bien le faire pour l'instant, ce que sont ces connaissances orthographiques. Et puis, on devra acquérir aussi un certain nombre de régularités qui traduisent en fait des associations statistiquement dominantes entre certaines configurations de sons et certaines configurations de lettres. Par exemple, le fait que
le O terminal des mots est très souvent transcrit EAU, alors que cette même configuration O n'est jamais transcrite EAU en début de mot. Voilà, ça c'est une régularité statistique. Enfin, il faudra acquérir des connaissances morphologiques concernant les dérivations et les flexions. Alors, en quoi les connaissances lexicales sont-elles utiles? Elles permettent par exemple d'écrire pomme comme vous le voyez, rideau comme vous le voyez, et non pas comme les alternatives qui apparaissent. Il faut ajouter à cela ce qu'on appelle les régularités orthographiques qui font que, par exemple, en français, contrairement à ce qui se passe dans d'autres systèmes alphabétiques, on va écrire pomme comme ceci, mais jamais comme cela, corps comme ceci, mais jamais comme cela. En fait, on ne double pas les consonnes en début de mot, on ne les double pas en fin de mot, et ceci va poser aussi le problème des doubles consonnes et de la position des H pour lesquelles, justement, on n'a pas de configuration phonologique. On peut dresser un bilan. Il existe quelques listes qui présentent des bilans des erreurs les plus fréquentes, soit chez des adultes, c'est le cas du travail publié voici quelques années déjà par Lucci et Millet, ou plus récemment, le travail publié par Potier et Potier. Le problème de ce dernier travail étant qu'on a simplement les fréquences de réussite et donc par soustraction les fréquences d'erreur, mais on n'a pas le détail des erreurs alors que Lucci et Millet détaillent ces erreurs. Vous avez ici les principales erreurs, les accents, je n'en parlerai pas pratiquement pas. Le problème du doublement des consonnes, vous avez ici quelques exemples. Les accords en nombre et en genre qui couvrent l'essentiel des erreurs, et puis des confusions très fréquentes entre participe passé et adjectif. Aujourd'hui, je me centrerai essentiellement sur les dimensions lexicales et sur les problèmes d'accords. Donc, au total, nous nous retrouvons pour l'apprentissage par les enfants et pour l'enseignement par les maîtres, confrontés à trois problèmes. Le premier, que je n'aborderai pas, puisque la situation est à peu près équivalente à celle qu'on rencontre avec la lecture, c'est la découverte du principe alphabétique et l'apprentissage des relations entre phonème et graphème. Le deuxième problème concerne l'apprentissage des formes orthographiques et le troisième concerne l'apprentissage de la morphologie avec ses deux dimensions, les dérivations et les flexions. Alors commençons par l'élaboration du lexique orthographique. Une très bonne illustration de ceci peut être fournie par le travail de recensement effectué par Potier et Potier, où vous voyez par exemple ici l'écriture de ainsi, de abri, de beaucoup et de parmi en CP, CE1, et vous voyez que, par exemple, pour beaucoup, la situation est très très faible en CP, elle s'améliore un tout petit peu en CE1. En revanche, vous voyez que des mots comme abri et comme parmi ont d'emblée à ce niveau-là des formes orthographiques qui sont très acceptables, puisqu'on est entre 50 et 70% de réussite. Et ainsi est évidemment aussi plutôt faible. Lorsque on regarde ce qui se passe en ajoutant le CE2, le CM1 et le CM2, on s'aperçoit que la situation est loin d'être la même que celle au cours du CEP et du C1, puisque ce qui était des apprentissages qui paraissaient pratiquement, en tout cas en très bonne voie, sont des apprentissages qui posent problème, comme vous voyez, pour abri comme pour parmi. On a une diminution de performance dans les classes plus élevées, alors que vous voyez, le mot idéal, c'est beaucoup, c'est grâce à lui que tout enseignant peut penser qu'il a servi à quelque chose, puisque au début, les élèves ne savaient rien et qu'à la fin, ils savent parfaitement. Malheureusement, ça n'est pas le cas pour beaucoup d'autres. Donc, il y a un véritable problème avec l'apprentissage du lexique orthographique, et on a beaucoup de travaux qui ont été effectués sur cette question au cours des 20 dernières années. Que montrent ces travaux? D'abord que l'apprentissage s'effectue massivement de manière implicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'apprentissage s'effectue simplement du fait que les enfants apprenant à lire décodent les mots et que cette activité de décodage entraînerait
la mémorisation de la forme orthographique de ces mots sans que les enfants aient une quelconque intention d'effectuer cette mémorisation. Autrement dit, ce serait absolument merveilleux. Il suffirait de lire en décodant, en déchiffrant, pour obtenir cette mémorisation. Alors, c'est très bien, sauf que nos collègues anglais, comme nous-mêmes, ont montré que ça n'était que partiellement vrai et qu'on avait, d'une part, des différences très importantes d'un mot à l'autre, on avait des différences interindividuelles également très importantes, et que ceci est corrigé, mais seulement partiellement par l'effet de fréquence, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'un mot n'est pas est décodé, s'il est vu à plusieurs reprises, eh bien, ceci va favoriser sa mémorisation. Mais la situation est beaucoup plus complexe que ça, car on observe que certaines formes orthographiques de mots relativement compliquées sont mémorisées relativement facilement, alors qu'elles sont peu fréquentes. Et réciproquement, on trouve qu'un mot comme trombone, par exemple, qui est un mot qui paraît relativement facile à mémoriser, fait l'objet en fait d'erreurs systématiques dont vous êtes capable de trouver seule la nature. Et cela malgré leur fréquence. Autrement dit, nous sommes confrontés à une situation qui est en fait assez proche de celle de nos voisins anglais, c'est-à-dire la nécessité d'envisager la mise en place d'un enseignement explicite. Alors, à propos de cet enseignement explicite, on doit se poser plusieurs questions. D'abord, il est impossible d'envisager un enseignement explicite pour tous les mots. Il faut donc choisir ces mots, et pour cela, il faut établir des listes et des progressions, puisque par ailleurs, on ne peut pas les enseigner tous à la fois, il va donc falloir trouver un moyen d'organiser cet enseignement. Ensuite, cet enseignement, on le sait, pour être efficace, doit porter à la fois sur la lecture, le décodage, mais aussi sur l'écriture. C'est un moyen qui est plus efficace pour obtenir la mémorisation. On doit éviter la présentation d'items erronés, mais pas toujours, car paradoxalement, il y a des cas où cette présentation d'items erronés n'entraîne pas leur mémorisation, en tout cas n'entraîne pas d'erreur, alors que dans d'autres cas, une présentation unique peut suffire. C'est le problème de la dominance statistique de certaines configurations. Enfin, on peut élaborer des protocoles d'enseignement et d'apprentissage explicite systématiques, et demain, nous parlerons probablement de ceci, en utilisant les principes qui ont été évoqués ce matin, l'espacement des présentations, la consolidation, le travail de remémoration, autrement dit en s'appuyant sur les données de la psychologie expérimentale pour construire le protocole, construire la progression, et tout cela en consacrant un temps minimal à ce genre d'activité. Si les témoignages vous intéressent, il y a au moins une Clermontoise dans la salle qui peut attester que c'est faisable. Voilà, sur une dizaine de classes. Alors, une autre façon d'aborder l'apprentissage de l'orthographe lexicale, c'est d'essayer de travailler la morphologie des dérivations. Alors, la morphologie des dérivations, vous en avez des exemples ici. Un mot comme bavard se termine par un D parce qu'on peut faire bavarde, marquis par un S, à cause de marquise, etc. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, il y a un certain nombre d'exceptions, mais disons que statistiquement, c'est quelque chose qui pourrait être utile. Et donc, ce qu'a fait notre collègue Sénéchal, c'est qu'elle a dicté à des enfants de, si mes souvenirs sont bons, de cours moyen première année, une série de mots qu'elle appelle tantôt phonologiques parce que la configuration sonore de ceux-ci suffit ou pourrait suffire à obtenir leur production orthographique, des mots qu'elle appelle lexicaux, qui sont des mots qui comportent des lettres finales, par exemple D, par exemple T, au même titre que les mots morphologiques, sauf que là, on n'a pas de référence morphologique qui permettrait de trouver la présence de ces consonnes finales. Et puis des mots morphologiques, et ce qu'elle observe, et que vous voyez ici, c'est que le taux de réussite à une épreuve très simple de dictée fait apparaître que les performances sont meilleures avec les items phonologiques qu'avec les items morphologiques, et ceci l'emporte par rapport aux items dits lexicaux pour lesquels on n'a pas a priori de moyens de mémorisation.
Alors, ce que j'ai trouvé tout à fait, c'est pour ça que j'ai rapporté ce travail, c'est qu'au fond, le travail que présente cette collègue est un travail qui considère presque que c'est une évolution naturelle, un peu comme si on ne pouvait pas intervenir. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de travail qui ait été engagé pour essayer de montrer que, par exemple, l'utilisation systématique d'un principe qui serait, pour essayer de trouver si à la fin d'un mot on a telle ou telle lettre, on peut essayer de mettre au féminin ou d'utiliser une autre dérivation, simplement essayer de voir si ce genre d'approche pourrait avoir une efficacité en introduisant peut-être quelques exceptions, eh bien, ceci n'a jamais été testé empiriquement, c'est-à-dire que certains le font, probablement, d'autres ne le font pas, mais la grande faiblesse des travaux de ce type, c'est qu'ils ont tendance à considérer qu'on a affaire à une évolution quasi naturelle, ce qui est évidemment un peu contestable. Autre point, et sans doute un des points majeurs concernant le français, la question de la morphologie écrite. Alors, nous avons la morphologie écrite du français, la morphologie flexionnelle a ceci de caractéristique, c'est que les marques du pluriel, le S du nom, le S de l'adjectif, le NT du verbe, mais aussi le E du féminin, sont des marques qui, le plus souvent, n'ont pas de configuration sonore. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les enfants les découvrent en arrivant à l'école élémentaire, lorsqu'ils apprennent à lire, et on peut s'interroger, comment va s'effectuer cette découverte? Est-ce qu'elle va être facile? Est-ce que la mise en œuvre va poser des problèmes spécifiques? Et donc, on peut résumer ceci à 3 questions. Est-ce que les enfants comprennent la relation entre les marques et le sens de celles-ci? Est-ce que quand on met un S, ça renvoie au pluriel? Et est-ce que quand il y a un pluriel, il faut mettre un S ou un NT? Est-ce qu'ils savent quelle marque utiliser? La question n'est pas tout à fait la même, puisque on peut avoir du pluriel, mais on a le choix entre 2 marques, S et NT, par exemple. Et puis, il y a une dernière question qui est celle de la mise en œuvre. Et vous allez voir que ces 3 questions ne se recouvrent pas. Alors, commençons d'abord par la première. Est-ce que la compréhension de la signification des marques du singulier, du pluriel, pose des problèmes particuliers? Ici, nous avons repris, voici déjà un certain nombre d'années, un paradigme bien connu qui est celui de Berko, un paradigme qu'on utilisait pour étudier le pluriel des noms en anglais. Ici, nous avons proposé des activités de compréhension. Vous avez ici des étiquettes avec des dessins. Il peut y avoir 2 poissons, 3 poissons, 1 poisson. Et vous avez des étiquettes dessous. Les enfants doivent simplement relier le dessin à l'étiquette correspondance. Même chose avec les verbes. Ici, vous avez une version légèrement différente, un peu plus facile, où vous avez 2 étiquettes et vous avez une image. Ici, bon, etc. Vous avez compris. Il s'agit au fond de regarder sur un nombre conséquent d'items, environ une quarantaine, pour qu'on ne puisse pas incriminer le hasard, dans quelle mesure les enfants mettent en relation la pluralité avec la marque correspondante et la singularité aussi, pour le nom comme pour le verbe. Et puis nous avions une tâche de production dans laquelle on sollicitait les enfants, on leur demandait de décrire des images. Une fois ces images décrites, on leur demandait de transcrire. Ici, il y a 2 lampes où les cheminées fument, et on ne s'intéressait qu'à la forme orthographique des flexions, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une flexion et est-ce que cette flexion correspond à ce que des adultes mettraient. Les résultats sont tout à fait fascinants parce qu'ils montrent, vous avez 3 couleurs, vous avez les enfants du CP en noir, en gris les enfants de CE1, en blanc les enfants de CE2, vous avez l'activité de compréhension, on va commencer par elle. Vous voyez, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dès le cours préparatoire, mois de mars, il n'y a aucune hésitation, on a pratiquement 100% de réussite, et évidemment, ça va se maintenir CE1, CE2. Autrement dit, le problème de la compréhension, je répète, en mars, au CP, ne semble pas se poser pour une population qui était une population tout venant bourguignonne. Pour les verbes, la situation est assez différente. Comme vous le voyez, en CE2, on est à 100%, mais ça n'est pas vrai au CP, ça n'est pas vrai au CE1, et donc on peut penser que
pour ce qui concerne les marques du verbe, eh bien, il est probablement utile d'avoir un enseignement explicite. Mais le plus intéressant n'est pas là. Le plus intéressant, ce sont les mêmes enfants qui ont passé toutes ces épreuves, évidemment. Et le plus intéressant, c'est d'observer que ces mêmes enfants qui réussissent tous à déterminer quelle est la marque qui va avec telle situation et la situation qui va avec telle marque du pluriel nominal, ces mêmes enfants ont des performances extrêmement faibles. Le hasard, c'est 50%. Vous voyez, ils sont très peu au-dessus du hasard pour la production du pluriel des noms, alors que manifestement, leur problème, ça n'est pas la compréhension. Et ça, là, nous touchons à une des questions essentielles de la production orthographique en français, c'est celle de la difficulté qu'il y a à passer d'une connaissance qu'on pourrait appeler dans notre jargon déclarative à une mise en œuvre, disons, procédurale et qui pourrait être automatisée. Alors, on peut pousser plus loin l'analyse, mais avant, ce que nous pouvons dire, c'est qu'on a donc une compréhension relativement précoce de l'association entre marque et puis signification. En fait, il y a un ordre que vous voyez ici. Ici, nous avons proposé à des enfants de CP, C1, CE2 à nouveau des petites épreuves de complétement de mots. Il y avait des noms, des adjectifs et des verbes. Vous voyez, il y en a un grand nombre. Et donc, je dirais la statistique a un réel intérêt. Vous voyez que c'est le taux d'erreur qui est présenté. Vous voyez que le taux d'erreur est faible pour les noms, il est beaucoup plus fort pour les adjectifs et pour les verbes. Non, c'est quoi ça? CP, 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 oui. Non, c'est le taux de réussite, pardon. Donc 50% de réussite en CP pour les noms, beaucoup moins pour les adjectifs, quasiment rien pour les verbes. Vous voyez que les performances augmentent en CE1 et que la hiérarchie nom, adjectif, verbe est respectée. Et vous voyez qu'on a un phénomène sur lequel je reviendrai ici, où on a une amélioration qui se poursuit pour les noms, où on est pratiquement à 100%. On n'est toujours pas à 100% pour les verbes, mais de manière intéressante, la relation hiérarchique entre verbe et adjectif n'est plus la même qu'au début. Je reviendrai sur cette question. Donc je reprends le diapositive précédent. La compréhension est moins assurée et moins précoce pour NT et la pluralité, et la production se situe très en deçà de la compréhension. Un point que je n'ai pas encore évoqué, c'est que lorsqu'on propose à des enfants des configurations qui comportent des erreurs, à la même période, les enfants sont capables de les repérer et de les corriger. C'est-à-dire qu'on a réellement une situation paradoxale, la compréhension ne semble pas poser problème, la capacité de détection d'erreurs portant sur ces marques-là, je ne fais pas d'hypothèse sur les autres, est très tôt et très précoce et très efficace, et la capacité de corriger aussi. En revanche, la production est problématique. Donc, nous allons essayer de comprendre, mais avant, je voudrais vous montrer que ces erreurs qu'on trouve très tôt et qui vont disparaître, je vais vous montrer tout à l'heure, ont tendance à se retrouver chez des adultes. Je vous livre ici quelques configurations qui sont très fortement inductrices. Voilà, par exemple, vous les trouverez toutes seules. Celle-ci est très amusante, en particulier, puisque ce n'est pas le même type d'erreur que là. Et ces erreurs ont ceci de particulier qu'on les obtient très facilement avec des gens comme nous. Oui, pas si on vous dit que c'est une épreuve d'orthographe, mais si on vous dit qu'on va tester, par exemple, votre mémoire pour nous aider à fabriquer, par exemple, un petit test pour essayer d'anticiper sur d'éventuelles possibilités que vous développiez un Alzheimer, et donc vous allez tous être d'accord, si on vous dicte des phrases comme celle-ci, et en ajoutant derrière 3 mots, 4 mots, 5 mots, et qu'on vous demande d'écrire la phrase, puis de tourner une page et d'écrire les mots, on s'aperçoit que les taux d'erreur ici atteignent 30, 40, voire 50% selon les configurations. Et c'est pour ça que je me suis permis de reprendre cette jolie petite phrase de La Fontaine, voilà, et puis de vous offrir cette erreur extraite d'un titre du journal Le Monde, mais si vous lisez les grands quotidiens nationaux, vous arriverez à en trouver une par jour à peu près. Ce qui suggère qu'il y a un problème, et ce problème est très intéressant, je ne vais pas poursuivre là-dessus,
parce que tout se passe comme si les adultes comme nous, contrairement à ce qu'ils pensent, n'utilisaient pas du tout les règles de grammaire et ne calculaient pas les accords, au sens où on l'entend, je cherche le sujet, je regarde si ça s'accorde, mais effectuaient les accords par remémoration de configuration. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace, ça marche dans 95% des cas, et il faut être psychologue pour trouver des exemples où justement on se fait piéger. Alors, je voudrais vous montrer comment on peut comprendre cette difficulté entre une compréhension très bonne et une production relativement faible. Ici, vous avez un exemple de recherche expérimentale intéressante dans laquelle on a amené des enfants à produire des énoncés comme celui-ci par ce qu'on appelle une procédure d'amorçage. Il suffit de donner à chacun d'entre nous une forme syntaxique et une fois que vous en avez entendu une ou deux, si on vous présente une image, vous avez tendance à produire en utilisant cette même forme syntaxique. Donc c'est très utile, ça permet de faire produire ce genre d'énoncé et donc de regarder comment sont effectués les accords dans une véritable tâche de production. Et on peut comparer ça à une dictée mot à mot, donc la fée arrose, la sorcière, etc. Et les enfants écrivent au fur et à mesure. Et puis une tâche qui est une tâche de rappel écrit, où on vous donne la phrase en entier et où vous devez la rappeler. Alors, vous voyez, vous avez ici les résultats. C'est le taux de réussite. Vous voyez que dans la situation de dictée mot à mot, on a 80% de réussite aux accords en genre. Donc ici, la sorcière qui est endormie. Vous avez 80% de réussite. Si vous utilisez un rappel où on doit conserver la phrase en mémoire, c'est un problème de mémoire de travail, et en même temps transcrire, vous voyez que vous n'êtes plus qu'à 60% de réussite. Et alors, si vous êtes sur une activité de production où vous devez gérer en même temps la production de la phrase ici, mais alors imaginez quand c'est un texte, et puis la transcription, donc du graphisme, et enfin la question des accords, alors vous arrivez à 50% de réussite. Et on peut penser que là, nous sommes confrontés à une difficulté qui tient non pas à la connaissance, non pas à la mise en œuvre de cette connaissance, mais au fait qu'on est en attention partagée, comme on l'a évoqué ce matin, et que ce partage d'attention, bien entendu, on peut le constater, mais le problème des enseignants, c'est d'arriver à le dépasser, c'est-à-dire de mettre en place des activités qui puissent permettre aux élèves d'arriver à résoudre ce partage d'attention dans des tâches de production. Donc, voilà où nous en sommes. Nous avons un apprentissage des règles, si vous voulez, qui ne semble pas tellement poser problème, en tout cas pour celle-ci, avec l'accord du participe passé employé avec avoir, ce serait probablement un peu différent. La mise en œuvre, en revanche, dépend d'un partage d'attention et de la mémoire, notamment de la mémoire de travail, et donc il faudrait, ça nous en parlerons demain, essayer de trouver des activités qui permettent de gérer ces phénomènes d'accord dans des situations qui sont de plus en plus coûteuses. Vous voyez que c'est une progression qui n'est plus une progression sur des contenus, qui n'est même plus une progression sur des procédures, mais sur des situations de mise en œuvre, ce qui est bien différent de ce qu'on aborde d'autres fois. Ici, une simple illustration. Est-ce qu'on peut améliorer l'apprentissage des accords et leur mise en œuvre? Oui. Ici, par exemple, nous avons conduit en Bourgogne, voici quelques années, un dispositif expérimental qui comportait un pré-test, des interventions, des post-tests avec un groupe contrôle, enfin tout ce qui caractérise nos approches, avec différents modèles, mais on s'est contenté d'une tâche de complètement, c'est-à-dire qu'on n'est jamais allé jusqu'à la production de texte parce que ça pose des tas de problèmes de cotation. Et je voudrais vous montrer qu'avec 4 semaines d'intervention, 20 minutes par jour, 4 jours par semaine, après 4 semaines, donc, on laisse s'écouler une semaine, comme on l'a évoqué ce matin, et puis on va donner une série d'épreuves permettant de comparer un groupe contrôle avec l'orthographe des noms, des adjectifs, des verbes, et un groupe expérimental, nôtre, évidemment, avec même chose, l'orthographe des noms, des adjectifs et des verbes pluriels et singuliers. Et vous voyez
vous avez entouré en rouge la situation des groupes expérimentaux par rapport au groupe contrôle. Vous voyez, par exemple, le CP contrôle est à 20% de réussite sur le pluriel des noms, le CP expérimental est à 90%. Vous regardez l'adjectif groupe contrôle, c'est 10% de réussite, ici c'est 80% de réussite, et pour les verbes où on avait 0%, c'est pour ça qu'on ne voit rien, ici on est rendu aux environs de 50%. Donc on a obtenu une amélioration très rapide et finalement avec un coût en temps et en activité relativement modeste. C'est pour ça qu'on a pu poursuivre ensuite ce genre de travail à Clermont-Ferrand. J'y reviendrai tout à l'heure. Seulement voilà, nous sommes confrontés à une situation qui a été décrite ce matin. On pourrait presque dire que c'est un effet Stroop. En tout cas, c'est un effet d'interférence. C'est qu'il y a deux marques du pluriel. Il y a une marque qui est le S, et puis il y a une marque qui est le NT. Et lorsque les enfants commencent à maîtriser le S, par exemple, ils tendent à en mettre partout. Par exemple, vous voyez, en CE1, au mois de juin, on a 60% des enfants qui mettent un S au verbe. Alors vous voyez que ça diminue. On est en CE2, au début d'année, on est à 15, mettons 20%, ça baisse, mais comme vous voyez, on ne descend pas jusqu'à 0%. Autrement dit, on a affaire à quelque chose qui doit poser problème. Et alors, qu'est-ce qui pose problème? Je vais y revenir. Et puis, vous voyez que pour le fait de mettre des NT au nom, alors c'est cette courbe-là, vous voyez que c'est très rare, évidemment, ici, puisque très peu utilisent le NT, mais vous voyez que ça monte, on arrive au cours moyen première année, et finalement, au cours moyen deuxième année, on a un certain nombre d'erreurs de ce type. Alors, comme vous le voyez écrit ici, ces erreurs sont surtout fréquentes dans le cas des homophones. Timbre, fouille, le problème c'est qu'on en a beaucoup. Et donc, c'est là que se pose combien? 2 minutes. C'est là que se pose le problème de l'éventuel recours à des activités de conscience syntaxique, ou si vous préférez, d'analyse grammaticale. C'est avec les homophones que se pose la question du rôle de la grammaire. Et également, nous en parlerons demain, du fait que certaines configurations sont à risque, par exemple celle-ci, par exemple celle-là, et elles mériteraient probablement qu'on les travaille de manière spécifique. Alors, une dernière question, c'est que tous les travaux que je vous ai présentés à propos de la morphologie, nous les avons repris et qu'il y a deux questions importantes. C'est est-ce qu'on peut mettre en place un enseignement de la morphologie qui soit stable et généralisable? Et je pourrais vous montrer que oui. Et voilà, ma conclusion est très simple. Nous avons un véritable problème avec l'orthographe lexicale et nous devons essayer de trouver des moyens de faciliter cet apprentissage, notamment en nous attachant au problème de la précision des représentations orthographiques. Deuxième chose, nous avons la possibilité de nous appuyer sur les régularités orthographiques, mais nous ne savons pas bien le faire. Nous savons qu'elles existent, mais nous ne savons pas comment les exploiter. La question des dérivations, je vous en ai parlé, il est étonnant qu'on n'ait jamais testé leur impact, et il faudrait sans doute le regarder de manière spécifique. Et enfin, l'orthographe grammaticale nécessite un travail spécifique. 2 minutes. Merci beaucoup.